Bonsoir à tous, dernier autrement de la saison, on approche des fêtes de fin d'année et c'est ce liquide coloré qui accompagne souvent nos réveillons qui est au centre de cette émission, le vin. Si vous buvez de l'alcool, vous vous laisserez peut-être bien tenter. Comment rendre cette consommation un peu plus durable et responsable, voire même bruxelloise? On en parle avec nos 4 invités qui ont tous des projets autour du vin. Anatole Zangs, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Vendange, c'est votre production de vin avec de la vigne bruxelloise. C'est ça, donc c'est une toute petite production juste pour moi et mes amis. On fait des toutes petites quantités. Ça, j'ai par exemple que 30 bouteilles. C'est vraiment tout petit, quoi. C'est petit, mais ça explique plein de choses sur ce qu'on peut faire sur le vin, en fait, on peut être tous capables ou pas de faire du vin, vous nous l'expliquerez dans cette émission. En face de vous, Thierry Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Gudule, le projet est connu de plus en plus à Bruxelles, c'est le vin bruxellois. Ça veut dire cette fois que les raisins viennent d'ailleurs, mais que toute la vinification se fait ici, dans le centre de la ville. C'est bien ça, donc l'idée c'est d'être un atelier de vinification. Et comme j'ai décidé de monter ce projet en bio, et que l'offre de raisins en Belgique en bio, elle est, on va dire, nulle. J'ai dû réfléchir à me sourcer plus loin. Et en réfléchissant à ça, ça m'a ouvert les yeux sur la créativité que le projet recelait, puisque ça me permet d'avoir accès à une multitude de vignobles à travers toute l'Europe, et donc à une multitude de cépages. Des cépages et des vignobles qui réfléchissent à leur manière de produire tout ce vin aussi. Aussi, oui. Voilà, on verra comment ça fonctionne et vos projets futurs aussi ici à Bruxelles. Claire Deville, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes caviste, vous travaillez à Saint-Job. Il y a 2 caves à vin à Saint-Job, faut pas confondre. Vous, c'est la cave de Saint-Job, c'est comme ça qu'on dit? La cave Saint-Job, tout simplement. La cave Saint-Job. Vous vous spécialisez aussi dans les vins qu'on appelle nature? Tout à fait, les vins nature ou les vins naturels, il y a plusieurs façons d'en parler. On peut même dire vin vivant. On verra la différence entre toutes ces appellations, parce que parfois c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous proposer cette émission sur le vin. Et puis Marie Dezambert, bonsoir. Bonsoir. Caviste, cyclo-caviste. Alors vous êtes en vélo, vous êtes arrivé en vélo parce que forcément on approche des fêtes de fin d'année, vous avez toutes vos livraisons, vous les faites à vélo, et vous vous êtes lancée comme indépendante depuis peu pour proposer des cours d'œnologie et puis des distributions de vin, simplement. Alternative, voilà, exactement. Juste un autre moyen d'apporter le vin. C'est pas toujours pratique, c'est parfois plus compliqué, mais c'est toujours plus chouette, en tout cas, à faire pour moi. Le vélo en ville et puis le vin, évidemment, ça rassemble et ça donne plein d'autres idées. On va en parler. Alors, on parlait du vin bruxellois, des vignes bruxelloises, Anatole. Je vous propose qu'on aille chez vous. C'est là que vous fabriquez votre vin. On était à une étape, on s'est rencontrés lorsque vous étiquetiez votre vin et puis vous le testez aussi pour voir si la densité est OK. Regardez ce que ça donne. Ça a commencé il y a 4 ans chez un ami dans un jardin et il me disait qu'il avait une vigne. Et moi j'ai émis l'idée qu'on pourrait peut-être essayer de faire du vin avec, même si on n'en avait aucune idée si ça allait marcher. Puis moi je faisais de la bière avant, donc je savais comment fermenter des choses. Ça a commencé par faire 30 bouteilles, ou 20 bouteilles, je sais plus. Et c'était buvable et du coup on s'est dit « Ah mais c'est chouette en fait !» Celui-là, il vient de Uccle. Ça vient de plusieurs vignes que j'ai trouvées à Uccle. Celui-là, il y en a à côté d'une pharmacie, dans le jardin d'une dame, d'un autre jardin en arrière-cour, au fond d'une maison. C'était à peu près les mêmes types de raisins. Donc j'ai pu tout assembler et faire un petit rouge comme ça. C'est pour savoir si le vin a fermenté jusqu'au bout. Donc 190. Donc voilà, c'est sec. Ça veut dire que je peux mettre en bouteille. On a besoin déjà du raisin. Après, on a besoin des fermenteurs. Donc on peut utiliser des dames Jeanne ou des sauts fermentaires.
Et après, pour enlever la pulpe, les grains et les rafles, moi j'utilise un petit pressoir comme ça. C'est bien de se réapproprier nos vergers, nos vignes, dans nos jardins, faire des choses avec. Déjà, il y a des gens qui font des confitures, des choses comme ça, c'est très bien, ou même des jus, ils le boivent, c'est très bien. Ce qui est important, c'est pas de le perdre. Donc, quand les gens n'ont pas le temps, ou ils sont pas là, ou ils sont en vacances, ou ils ont juste pas le temps de le faire, moi je préfère les récupérer et au moins c'est pas perdu et ça part pas à la poubelle. Et voilà, c'est vrai, Anatole, que quand on voit du raisin en ville, on a toujours l'impression que c'est plutôt de la décoration. Ici, ce que vous avez envie de nous prouver, c'est qu'en fait, ça peut être utilisé et que ça peut être rentabilisé finalement pour une boisson qui se retrouve souvent à table chez les gens. Ouais, voilà, c'est ça. On voit beaucoup de glycines, des rosiers, des choses comme ça, mais dès qu'il y a des arbres fruitiers ou des pommiers, des fois dans des parcs, on peut manger ces fruits. Ils ne sont pas plus pollués qu'un autre. Donc il y a une de vos étiquettes, on l'a vu dans ce reportage, qui s'appelle particules fines. Vous jouez quand même sur ce principe que là, le raisin, il vient des grands boulevards bruxellois où évidemment il y en a des particules fines, mais ça ne change rien. C'est ça. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on a plutôt voulu désarmer la chose avec un ami. Il avait trouvé ce nom-là, on trouvait ça chouette. Et particules fines, voilà, pourquoi pas. Il y a le côté fun dans votre projet de vin bruxellois. Ça fait plusieurs années que vous le faites, vous nous expliquiez. Qu'est-ce que vous avez envie que ça devienne ? Est-ce que vous dites, tiens, on pourrait y aller, commencer à commercialiser ce vin avec des vignes faites de vignes bruxelloises ? Alors, on pourrait, il faudrait juste réussir à tous se souder ensemble et à créer une sorte de petite coopérative au final. Et il faut faire quand même des quantités qui sont un peu plus grosses que juste 200 litres ou 150 litres. Il faudrait viser 10 fois plus pour commencer à pouvoir faire une petite cuvée et pouvoir la vendre un peu, quoi. Et finalement être dans un vrai atelier de vinification comme le vôtre peut-être, Thierry Lejeune. Vous êtes situé pour le moment à Laken, c'est là que vous produisez votre vin, que la vinification se fait. Ça vous parle un projet comme ça, des vignes bruxelloises, ça vous tente On échangeait tout à l'heure et en fait ça faisait partie des idées que j'avais eues pour plus tard, où je voulais faire un vrai vin bruxellois dans une forme de projet un peu social. Ça veut dire impliquer les gens de Bruxelles qui ont des raisins et les pousser à me l'apporter. Moi, je mets ma capacité de vinification à disposition. Et après, si on a assez de volume pour commercialiser, faire en sorte que les bénéfices de l'opération soient redistribués à une association ou quelque chose comme ça. Toujours dans la logique du social et puis de l'économie circulaire, c'est aussi comme ça que vous fonctionnez chez Gudule. On va aller découvrir à quoi ressemble votre atelier. C'est beaucoup plus industriel, ça l'est pas encore, mais que les dames Jeanne qu'on voit dans le salon d'Anatole. Disons que j'ai des équipements un peu plus plus imposants que ceux d'Anatole. Voilà. Mais j'ai fait une cuvée cette année avec un petit pressoir à cliquet comme lui. J'utilise aussi des dames Jeanne de temps en temps. Oui, il n'y a pas de honte sur le matériel, mais chez vous, vous arrivez à produire combien de vins bruxellois maintenant par millésime ? Je produis entre 35 et 40 000 bouteilles par an. Sur 6 cuvées actuellement, 6 ou 7. En sachant que quand vous êtes arrivé à Bruxelles, ça y est, c'était le vin bruxellois dans cette ville de la bière. Aujourd'hui, comment vous arrivez à vous placer parmi les cavistes ? Est-ce que vous arrivez à vous faire une bonne place dans l'offre du vin des restaurants ou ailleurs à Bruxelles ? Je pense que Gudule commence à être reconnu comme un acteur sérieux du monde du vin en Belgique et principalement à Bruxelles. Chez les cavistes, c'est parfois un peu plus compliqué. Je pense que j'ai un projet qui demande peut-être plus qu'un autre d'être expliqué aux consommateurs. Et tous les cavistes ne sont pas prêts à faire l'effort. Cet aspect winery urbaine, en fait, ça existe dans d'autres grandes villes qui nous entourent, ou voire aux États-Unis aussi. C'est vraiment un concept que vous avez envie d'amener ici. En fait, quand j'ai eu l'idée, j'ai cru que j'inventais quelque chose. Le projet est parti de l'idée de vouloir faire du vin, et puis
d'une limitation que je m'étais mis de ne pas quitter Bruxelles, d'où cette idée d'acheter du raisin. Et voilà, comme je vous dis, j'ai pensé à inventer quelque chose. Et puis, donc, au cours de mes recherches, tiens, il y a déjà des gens qui font ça à Paris. Il y en a qui font ça à Londres. À l'époque, c'était comme ça. Et puis, le temps que je réfléchisse, que je mette en place mon projet, il y en avait un qui avait démarré à Amsterdam. Aujourd'hui, il y en a 4 à Londres, il y en a 3 à Paris. Il y en a à Göteborg, il y en a à Malmö. Il y en a dans pas mal de grandes villes en France. Il y en a, par exemple, à Bordeaux, qui est peut-être le plus iconoclaste, qui fait du vin à Bordeaux. Jusque-là, c'est pas un gros souci, mais qui fait du vin à Bordeaux avec des raisins qui ne viennent pas de Bordeaux, ou pas uniquement de Bordeaux. Voilà. Il y en a 3 à Marseille, il y en a une qui vient de démarrer à Lyon, à Nantes, à Angers, je pense. Ouais, donc toutes les semaines, on est vraiment dans une tendance, c'est dans l'idée de relocaliser aussi ce qui se passe, de savoir comment ça se passe. Je pense qu'il y a un phénomène un petit peu de cousinage avec celui de la microbrasserie, donc qui produit en ville. Donc il y a ça, effectivement de produire près du consommateur plutôt que près de la source de la matière première, ce qui dans le cas du vin est plus compliqué, je dirais, parce qu'il y a ce lien que les gens font dans leur tête entre le lieu où le raisin poussait et le vin. Voilà, mais je pense qu'on arrive à bien faire la part des choses et à montrer qu'il y a moyen de produire du vin de qualité, même très loin des vignobles. Ici à Bruxelles. Alors, Claire Deville, le vin nature, le vin naturel, expliquez-nous en quelques mots comment on peut faire une différence. Alors, qu'est-ce que c'est que les vins naturels ? Ça va être un peu ma définition à moi, parce que c'est un terme qui n'est pas vraiment légiféré, réglementé. Par contre, le bio, c'est un label. Le bio, c'est un label. Voilà, c'est ça la différence. La biodynamie, c'est aussi un label. En gros, vin naturel, c'est une démarche qui va plus loin que le bio et la biodynamie. Au-delà de l'agriculture, qui doit être bio pour conserver toutes les populations levuriennes et bactériennes, c'est une vinification sans intrants, avec des fermentations spontanées grâce à ces fameuses petites levures présentes naturellement sur la peau des raisins. Après, il y a l'histoire du soufre, du sulfite, qui est rajouté ou pas rajouté. Là, pour le coup, il y a plusieurs écoles au sein même du mouvement des vins naturels. Ceux qui considèrent que le pur jus, c'est 0 soufre, et ceux qui considèrent qu'on peut en mettre dans des doses homéopathiques pour accompagner le vin. Donc tout ça, en fait, c'est à ça que ça sert aussi d'aller acheter son vin chez une caviste comme vous, c'est de comprendre les méthodes de fabrication et ce que ça veut dire aussi écologiquement et quel impact la production peut avoir sur en fait ce qu'on consomme. On est vraiment des passeurs en fait. On permet de raconter l'histoire du vignoble, l'histoire du vigneron, de la vigneronne, et puis effectivement sensibiliser les gens à ce que c'est ce vin-là et comment on peut le boire. Et puis moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'accompagner les gens dans la découverte de leurs sensations et de leur goût. Et ces vins-là, avec leur palette aromatique très large, permettent vraiment de faire cette aventure. Marie, ça fait quelques années que vous travaillez dans le vin maintenant. Est-ce que vous sentez de plus en plus d'envie d'aller vers des vins dits naturels, justement? Oui, surtout à Bruxelles, je pense, ou dans toutes les grandes villes. En tout cas, il y a vraiment ce penchant, mais même de consommer de manière générale plus juste et du mieux qu'on peut, responsable, et savoir ce qu'on a vraiment. Parce que dans le vin, c'est vrai que dans tout ce qui est... on va dire les vins conventionnels, il y a quand même pas mal d'autres choses que du raisin, et ça, peu de gens le savent. Parce que et l'industrie du vin, il y a plusieurs études qui l'ont montré, c'est vraiment une industrie qui est lourde pour l'environnement, et souvent c'est pas celle qu'on va pointer du doigt en premier, mais pourtant c'est le cas. Oui, il y a une espèce d'aura autour du vin aussi qu'on a envie de protéger, et c'est un peu intouchable, je pense. Les traditions, la tradition française aussi. Justement, se réapproprier cette tradition et arriver à le faire chez soi. Vous pensez aussi que faire fermenter, ça peut être des raisins, ça peut être autre chose. C'est aussi une autre manière de consommer, de savoir déjà comment ça se passe en fait, cette vinification, ce processus. On regarde un peu tous autour de la table. Moi, je peux répondre. C'est vrai que avant, toutes les familles, je pense,
avant-guerre ou même juste après-guerre, faisaient beaucoup de choses eux-mêmes, le pain, tout ça. On a vu pendant les confinements des gens qui se remettaient à faire des choses comme ça. Du pain au levain. Voilà, travailler avec des bactéries, enfin des levures plutôt, et des choses comme ça. Les gens ont besoin de se réapproprier. Comme on a vu des gens qui se mettaient à faire de la bière chez eux, on peut faire maintenant du pain, on peut aussi faire du fromage, on peut aussi faire des charcuteries, parce que les charcuteries c'est fermenté aussi, ou même du chocolat, où plein de gens commencent à vraiment s'intéresser à la fabrication des choses. À la méthode de conservation aussi. Voilà. Et c'est vrai que le vin, on le voit comme une boisson alcoolisée, qu'on commence à consommer quand on est adulte. C'est pas la première boisson qu'on consomme, a priori, si on donne les grands clichés ici, en Belgique en tout cas. Mais au final, c'est du raisin fermenté, quoi. C'est ça qu'on oublie parfois. C'est ça. Vous, le livret, parce qu'on a vu votre vélo derrière vous, Marie, à vélo, avec une petite compagnonne. Que je n'ai pas pris avec aujourd'hui. Voilà. On l'a pas pris pour la télévision. Pourtant, elle aurait pu, elle était la bienvenue. Ouais. C'est Billy. Exactement. Alors, votre concept d'aller chez les gens avec votre vin, votre chienne, c'est aussi pour leur apprendre à éduquer leur palais, c'est ça l'œnologie en fait, expliquez-nous. Oui, après c'était l'idée d'amener la cave vraiment chez les gens, parce que de manière générale, j'arrive avec les vins, je sonne et je donne directement les bouteilles que les gens ont commandées. Et parfois mes clients que je connais bien, j'ai rajouté une ou autre découverte. Et puis ceux de la fin de tournée, parfois je reste découvrir une bouteille de vin avec eux. C'est un côté très sympathique. Il faut juste donc aimer les chiens, parce que je suis souvent avec mon chien, mais sinon voilà. Ça passe. Oui. En général, ça fait partie du concept. Il y a certains clients, quand j'ai pas mon chien, c'est problématique. Alors du coup, non, c'est ça. Ils sont pas contents. Il rate une partie de l'expérience. L'expérience vin, Claire de Ville, comment justement... Si on a envie de continuer à consommer du vin, mais qu'on a envie d'être hyper responsable dans notre empreinte écologique et ailleurs, il y a moyen, c'est ce que vous défendez en fait, partager un moment, partager des réveillons, des fêtes de fin d'année et quand même pouvoir consommer du vin, s'enivrer aussi, parce que ça peut être aussi un des buts, même si on le rappelle, le vin doit être consommé avec modération. Il y a moyen de garder ce plaisir. Bien sûr, la première chose à faire, c'est faire confiance à son caviste, et il y en a beaucoup dans cette ville qui sont super et qui font ce lien, qui connaissent leurs producteurs et qui seront à même de raconter la manière dont ils travaillent et puis d'accompagner surtout la personne dans la découverte de sa sensibilité, parce qu'il y a des vins pour tous les palais et peu importe là où on en est. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment démocratiser ça, parce que ça a souvent été un produit assez élitiste. Et Anatole disait tout à l'heure que pourtant, il y avait énormément de familles qui faisaient du vin. C'était aussi un produit paysan, un produit du quotidien qui était sur la table. Et moi, j'aime bien amener les gens à reconsidérer cette boisson de cette manière, sans snobisme, en étant à l'écoute de ce qu'ils aiment. Et c'est votre idée aussi, Anatole, quand on fait du vin avec les vignes bruxelloises? Oui, voilà, c'est désacraliser. C'est le vin des copains, des copines. Désacraliser le côté un peu château, tout ça. Moi, on me disait, mais on peut faire du vin chez soi? J'étais, oui. Donc oui, ça permet de se dire, ok, c'est plus simple en fait qu'on croit. Alors, Gudule, aujourd'hui, on le disait, vous étiez à Laken, du côté de Green Bees. Vous avez l'intention de vous installer ailleurs, dans Tour et Taxi, dans l'ancienne gare. On va voir des images. C'est un projet qui est en cours. Ça veut dire déjà que vous avez de plus en plus de place à Bruxelles et qu'il y a moyen de pouvoir s'installer dans ce bâtiment qui est quand même historique ici à Bruxelles. C'est un bâtiment très très spécial et donc si je qui est à l'état de ruine pour le moment. Qui est une vraie ruine depuis 50 ans. Il a brûlé en 1979 et depuis il est dans cet état-là. C'est un bâtiment aussi qui a des dimensions un peu hors normes parce qu'il fait 43 ou 44 mètres de large, mais il fait 5 mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question de faire de la production là-dedans. L'idée c'est de l'utiliser comme commercial, donc y avoir une boutique, y avoir une salle de réception pour faire des dégustations, pour faire des animations œnologiques et des choses comme ça. On a un projet aussi d'un restaurant dedans, et puis de faire une connexion à l'arrière avec
un atelier de production qui se veut moderne, et j'aime bien. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le projet Gudule, c'est cette imbrication de l'ancien et du nouveau. Le vin, c'est quelque chose de très historique et traditionnel. On fait du vin depuis 6000 ou 7000 ans, plus ou moins. Mais moi, je le fais à Bruxelles d'une manière un peu créative et moderne. Et le projet que j'ai à Tour et Taxis reflète un petit peu au niveau de l'architecture cette dualité entre la tradition qui est représentée par ce vieux bâtiment que je vais essayer de rénover et le chai dans lequel on va intégrer des techniques assez uniques et créatives au niveau de la production du vin. Et donc à suivre, là vous êtes en attente de permis pour pouvoir occuper ce lieu. Des permis pour pouvoir démarrer et entamer vos travaux. Alors on arrive à la fin de cette émission, j'aimerais encore dire un mot sur les vins biodynamiques, vous en aviez parlé tantôt Claire Deville. Qu'est-ce que ça veut dire le vin biodynamique? Parce que c'est vrai que maintenant ça paraît un peu marketing quand on voit ça sur des étiquettes, sur des bouteilles, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, le biodynamie, c'est au-delà du bio, c'est des vignerons qui ont décidé de s'engager dans un parcours un peu plus complet qui prend en considération notamment les mouvements de la Lune. Après tout, ça fait bouger la mer, donc on est forcément sensible à ça, et toute la microbiologie des sols également. Donc c'est prendre en considération le monde de façon un peu plus large, et puis aussi le monde tout petit. Dans de l'agroécologie en fait, mais pour le vin. Et donc ça vaut la peine pour vous de commencer à consommer en biodynamique, que ce soit une référence? Bien sûr, parce que c'est avant tout une attention qui est portée à réensemencer la nature, enfin pas la nature, mais nos champs avec du naturel. Et ça, on en a grandement besoin. Tous ces déserts verts qu'on a créés avec l'agriculture moderne ont besoin d'être réensemencés par la vie. Et la biodynamie, c'est un mouvement qui permet ça, entre autres. Voilà, donc comme ça vous le savez si vous n'êtes pas bien au courant de toutes ces différences sur le vin et de tout ce qu'on peut nous vendre, mais en tout cas la meilleure idée c'est d'aller s'adresser à des cavistes comme vous, Marie ou Claire. Anatole, vous êtes aussi illustrateur, vous êtes danseur, vous êtes illustrateur, vous faites du vin maison. Mais j'avais envie de montrer vos illustrations parce qu'elles ont un rapport avec le vin. Ça a toujours été important pour vous, le vin, dans votre travail en général? Bah voilà, mon père fait du cidre, donc j'ai un peu baigné dans tout ça. Dans la fermentation. Dans la fermentation, et très vite je me suis mis à dessiner sur la bière, ensuite sur le cidre et forcément du coup le vin. Et maintenant voilà, je dessine beaucoup pour des vignerons, pour des restaurants, pour des étiquettes justement, pour des étiquettes aussi, comme les étiquettes que vous avez réalisées. Voilà. Donc Jean-Claude Vendange, c'est votre vin blanc. Voilà. Il y a le rouge, c'est Aviné près de chez vous. Oui, c'est ça. Une autre référence qu'on aura repérée. Et puis Particule Fine, c'est votre rosé. Particule Fine, c'était l'année dernière. Cette année, il y a un petit nouveau, c'est Château dans le Hucle. Ah voilà, Château dans le Hucle, vu le vin de Hucle qu'on a vu que vous avez récupéré. C'est ça. Est-ce que vous avez encore des propositions de personnes qui vous ouvrent leur jardin, leur balcon pour récupérer le raisin? Ça va bien continuer sûr. Ce projet? Et je les remercie parce qu'en général ils sont très gentils et ils m'ouvrent les portes de chez eux. Ça permet aussi de découvrir des gens, découvrir des lieux, partager un moment et puis échanger. Et ils peuvent goûter après le vin qui vient de leur jardin. De leur raisin. Voilà. Les vins Gudule peuvent être retrouvés un petit peu partout chez des cavistes bruxellois. On peut aussi en acheter en ligne via votre site internet, Thierry Lejeune. Des packs cadeaux pour les fêtes. Est-ce que vous avez des millésimes que vous avez envie de particulièrement présenter ce soir? Avant les réveillons qui nous attendent. Pour les réveillons, ma toute nouvelle cuvée de vin mousseux. Donc on a sorti il y a un mois, plus ou moins, un peu plus. Donc c'est mon tout premier. Et qui est un brut nature, donc ça veut dire qu'il a été pas dosé. Donc c'est une méthode traditionnelle, donc seconde fermentation en bouteille comme en champagne, et qui a aussi la particularité d'être pratiquement sans sulfite. À un point que, chose que très peu de vignerons font, moi j'ai indiqué le taux de sulfite sur la bouteille. Et on en parlait justement. Oui, le taux de sulfite sur les bouteilles que vous avez apportées aussi, Claire oui. Deville. Il est indiqué justement la dose de sulfite.
Oui, alors tout le monde ne fait pas ça, mais effectivement, j'ai ramené cette cuvée Marie-Galante du domaine Zélige-Caravan qui a une démarche intéressante. Parce qu'au-delà du fait de mettre du soufre ou pas mettre du soufre, ce qui est intéressant, c'est d'être transparent avec le consommateur. Et en l'occurrence, ils ont créé une petite grille sur la contre-étiquette où ils précisent le taux de soufre. C'est une échelle en fait, quoi. Oui, une échelle, exactement. Le taux de soufre autorisé en Déméter, donc en biodynamie, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, les normes européennes. Et il montre précisément où il se situe. Voilà, c'est une démarche qui est chouette parce que c'est pas toujours un produit. Astuce à savoir pour lire les étiquettes. On va vous laisser, c'est la fin de cette émission. Vous avez beaucoup de boulot évidemment dans cette période. Marie, il est temps d'aller livrer vos autres paquets là derrière vous. On voit que c'est pas encore vide votre vélo ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro d'Autrement. Vous retrouvez tous ces projets sur Internet, c'est le plus facile pour les contacter. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très bientôt pour Autrement. Passez de très bonnes fêtes.